Euh, Il y a une sensation très particulière, et je pense presque universelle aujourd'hui, qu'on ressent tous aux alentours de 18 heures. Ah oui, le fameux coup de barre de fin de journée. Ouais, c'est ce moment précis où on ferme frénétiquement une quarantaine d'onglets sur son navigateur, le dos est en compote, les yeux piquent, on a répondu à des dizaines de messages, On a enchaîné 3 réunions en visio minimum. c'est ça. Et pourtant, si quelqu'un demande à ce moment-là ce qu'on a fait de beau aujourd'hui, bah, l'esprit est totalement vide, c'est un trou noir complet. On a la sensation d'avoir couru un marathon, mais sans franchir la moindre ligne d'arrivée. Exactement. On a survécu à une tempête, mais on n'a absolument rien accompli de mémorable. Et c'est un peu le postulat de base qu'on suit depuis le début de notre exploration. Notre environnement technologique et professionnel vole notre intention par défaut. Complètement. C'est le réglage d'usine de notre époque. C'est un peu comme monter dans une voiture et laisser un GPS automatique prendre systématiquement le contrôle. Ce système, il va toujours choisir l'autoroute la plus rapide, la plus grise, juste pour optimiser le trajet, sans jamais se demander si au fond on avait secrètement envie de longer la côte. C'est une excellente image, ouais. L'optimisation à outrance au détriment du sens. Du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'analyser la toute première étape pour reprendre ce volant en main. C'est ce qu'on appelle la stratégie du highlight. Autrement dit, la priorité quotidienne. Et je dois avouer, pour être tout à fait honnête, en abordant ce concept, j'avais une petite appréhension au départ. Ah ouais? Pourquoi ça? Je m'attendais à une énième méthode de productivité un peu toxique, tu vois. Le genre de truc pour optimiser chaque microseconde de notre existence et en faire toujours plus. Je comprends tout à fait. Et c'est une appréhension qui est super légitime. Quand on parle d'organisation personnelle aujourd'hui, on tombe presque toujours dans ce piège de la densification. Le fameux faire plus en moins de temps. Voilà, l'idée qu'il faut presser la journée comme un citron pour en extraire jusqu'à la dernière goutte d'efficacité. Mais le changement de paradigme qu'on aborde ici avec cette étape, c'est fondamentalement différent. Il s'agit absolument pas de gestion du temps. D'accord. C'est vraiment une question de gestion de l'intention. L'objectif, c'est pas de transformer l'être humain en machine ultra performante capable de rayer 100 lignes sur une to-do list infinie. En fait, c'est même l'inverse. C'est plutôt rassurant, je t'avoue. L'enjeu est purement psychologique. La question, c'est comment on arrive à la fin de cette fameuse journée, au moment de fermer ces fameux 40 onglets, avec un sentiment de plénitude au lieu d'un sentiment d'épuisement vide. Ouais, éviter le trou noir de 18 heures dont on parlait. C'est ça. Et ça passe par l'introduction d'un point focal intentionnel au beau milieu du chaos ambiant. Ce qui soulève une question hyper évidente du coup. Si on abandonne l'obsession de la to-do list interminable, on se concentre sur quoi à la place? C'est quoi concrètement ce point focal, ce fameux highlight? C'est la vraie question? Parce qu'entre les urgences du bureau de la journée et nos grands objectifs de vie à 10 ans, il y a quand même un gouffre énorme. Eh bien, c'est exactement dans ce gouffre qu'on vient se loger le highlight. C'est l'activité intermédiaire parfaite. Pour bien saisir la mécanique, il faut observer les deux extrêmes qui accaparent généralement notre bande passante, mentale. Vas-y, je t'écoute. D'un côté, tu as les objectifs à très long terme. Écrire un roman, changer de carrière, construire une maison. Ce sont des phares magnifiques. Ils donnent une vraie direction à l'existence. Mais psychologiquement parlant, ils sont beaucoup trop lointains pour déclencher une motivation quotidienne palpable. C'est trop abstrait au jour le jour, ouais. Exactement. Et de l'autre côté du spectre, il y a la friction du quotidien, la routine pure. Répondre aux mails, faire les courses, remplir des tableaux Excel, payer les factures. La fameuse roue de hamster. Voilà. Ces tâches sont inévitables pour faire tourner la machine, évidemment, mais elles sont purement mécaniques. Le cerveau ne les encode même pas dans la mémoire à long terme. D'ailleurs, il y a une réflexion magnifique de l'écrivain Cesare Pavese qui résume toute cette dynamique. Ah oui, la citation du texte. C'est ça. Il dit « On ne se souvient pas du jour, juste de l'instant ». Et le highlight, c'est précisément la création délibérée de cet instant. Tu sais, ça me fait penser à une analogie culinaire. Je sais pas si c'est pertinent, mais Ah, j'adore les analogies culinaires, vas-y. les grands objectifs à long terme, c'est comme décider d'adopter un régime alimentaire sain pour les 30 prochaines années. C'est noble, c'est conceptuel, mais honnêtement, ça fait pas particulièrement saliver un mardi soir sous la pluie, quoi. C'est clair. Ensuite, les tâches quotidiennes et les urgences, c'est la corvée de vaisselle. C'est le fait de nettoyer le plan de travail, de sortir les poubelles. C'est indispensable, sinon la cuisine devient un chaos total. Mais il n'y a personne qui se réveille le matin en se disant « Quelle joie, je vais gratter une poêle brûlée !» Grave, personne fait ça. Et donc, le highlight, au milieu de tout ça, ce serait le plat principal. C'est ce repas délicieux que l'on savoure vraiment, le verre que l'on partage, la bouchée incroyable dont on se rappellera encore des semaines plus tard.
Mais l'analogie est d'une précision redoutable, c'est exactement ça. Le highlight, c'est ce plat principal. Concrètement, on part d'une activité d'environ 60 à 90 minutes que l'on décide, en pleine conscience, de sauver de l'oubli avant même que la journée ne commence. C'est ce qui donne sa saveur à la journée, en gros. Tout à fait. Mais du coup, confrontons cette belle philosophie à la dure réalité de la vie moderne. Parce que bon, c'est beau sur le papier, mais on a tous conscience de la surcharge cognitive que tout le monde subit. C'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on vit pas dans une dissonance totale en se disant « Super, je vais me concentrer sur mon plat principal » alors que le téléphone vibre sans arrêt et que des dossiers hyper urgents s'empilent sur le bureau? Comment le cerveau peut-il simplement ignorer tout ça? Alors, la clé ici, c'est de comprendre que le cerveau n'a absolument pas besoin d'ignorer le reste. Les urgences continueront d'exister, la WC devra être faite de toute façon. Ouf, ça me rassure un peu. En fait, la recherche en psychologie de l'attention démontre une chose fascinante. Notre perception subjective d'une journée ne dépend pas de la somme objective des événements qui nous sont arrivés. Ah bon? Ça dépend de quoi alors? Elle dépend presque exclusivement de ce sur quoi nous avons choisi de poser notre attention. Si l'on navigue par défaut, notre attention est séquestrée par les priorités des autres. Le cerveau enregistre un état d'alerte permanent, une sorte de bruit de fond anxiogène, mais aucun événement saillant. Et bim, amnésie du soir, le fameux trou noir. Exactement. Avoir un highlight, c'est pas nier le chaos autour de soi, c'est planter un piquet au milieu de la tempête. C'est garantir à son propre système nerveux qu'il y aura au moins 1 heure dans la journée qui nous appartient totalement. Ce qui nous amène inévitablement à la question du choix. Parce que j'imagine que le premier réflexe pour choisir ce fameux piquet dans la tempête, c'est de se laisser guider par la panique pure. C'est souvent le cas au début, ouais. On regarde ce qui est en feu sur notre bureau, ce qui risque de nous faire rater une date limite, et hop, on en fait notre priorité de la journée. Et c'est d'ailleurs le premier des 3 filtres psychologiques qu'on peut utiliser pour sélectionner ce moment focal. C'est ce qu'on appelle la boussole de l'urgence. Parce que oui, parfois la réalité du monde s'impose à nous. Faut bien payer les factures et répondre au boss. Exactement. Si un projet doit impérativement être rendu à 17h sous peine de perdre un client majeur, ou si on doit absolument préparer un dossier pour une réunion vitale, cette tâche génère un énorme pic de cortisol dans notre corps. L'hormone du stress? Voilà. Et dans ce cas précis, transformer cette urgence absolue en highlight, c'est une manœuvre psychologique super saine. On s'enferme pendant 90 minutes, on abat le travail et la récompense neurologique est immédiate. Le stress retombe d'un coup. Exactement, on respire à nouveau. On a éteint l'incendie de manière intentionnelle. D'accord, donc l'extinction des incendies, ça va, c'est une dynamique qu'on maîtrise tous un peu trop bien, malheureusement. Mais ça règle pas le problème des choses importantes qui ne sont jamais urgentes. C'est-à-dire, Tu sais, ces projets qui restent indéfiniment dans un coin de la tête semaine après semaine, tout simplement parce que personne ne nous crie dessus pour les faire. ah oui, le cimetière des bonnes intentions. Eh bien, c'est là qu'intervient le deuxième filtre, la boussole de la satisfaction. Là, on quitte la sphère de la survie immédiate pour entrer dans celle de l'accomplissement personnel. C'est le territoire de notre ami la procrastination, ça, non? C'est exactement ce que la procrastination adore détruire, ouais. Écrire le premier chapitre d'un projet perso, faire des recherches pour une reconversion, structurer une nouvelle idée de business. Personne n'attend ces choses de nous ce mardi-là. Il n'y a aucune pression externe pour s'y mettre. Et donc, on les repousse indéfiniment. Voilà. Mais l'impact psychologique de faire avancer ces projets d'un seul millimètre est immense. Choisir la satisfaction comme boussole pour son highlight, c'est envoyer un signal très fort à son propre cerveau. Du genre, mes projets comptent aussi. Exactement. On lui dit « mes ambitions à long terme valent plus que les urgences immédiates des autres ». Et je te garantis que le sentiment de complétude que ça procure le soir, c'est incomparable. Donc on a le sauvetage d'urgence d'un côté et la construction de l'avenir de l'autre. C'est super équilibré. Mais, parce qu'il y a un mais, ça laisse quand même complètement de côté une dimension que je trouve fondamentale. Ah, tu penses à quoi? Qu'est-ce qu'on fait de la simple envie de vivre? De faire un truc juste parce que ça nous rend heureux, sans aucun but productif ou d'accomplissement de carrière? Eh bien voilà le troisième filtre. Et c'est sans doute le plus transgressif de tous. La boussole de la joie. Ah, enfin. L'idée, c'est de choisir de consacrer cette heure sacrée à une activité purement hédoniste. Jouer de la guitare, lire un bon roman science-fiction, ou même retrouver un vieil ami pour un café qui s'éternise l'après-midi. Tu sais que c'est là que j'ai ressenti un soulagement massif en découvrant cette approche. Parce que dans notre culture moderne du dépassement constant, prendre 90 minutes en plein après-midi pour aller lire au soleil ou juste jouer au parc avec des enfants, c'est presque perçu comme une faute morale aujourd'hui. C'est fou, hein? Grave.
C'est tout de suite vu comme un échec d'optimisation, du temps perdu qu'on aurait carrément pu monétiser ou rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Et cette culpabilité dont tu parles, c'est le symptôme direct de ce qu'on appelait lors de nos précédentes explorations la roue infernale. Cette espèce d'illusion collective selon laquelle la valeur humaine se mesure à la quantité d'extrants produits dans une journée. C'est un poison, ce truc. Complètement. Donc, assumer la joie comme un highlight totalement légitime, c'est un acte de rébellion cognitive. La distinction cruciale ici, elle repose sur l'intentionnalité. C'est-à-dire, Quelle est la différence entre glander sur son téléphone et la joie intentionnelle? 30 minutes passées à scroller de manière léthargique sur un réseau social par épuisement, c'est du temps perdu qui génère de la fatigue et de la frustration. Mais 90 minutes bloquées à l'avance pour écouter un album de jazz en regardant le plafond, juste parce qu'on l'a décidé le matin même, c'est une victoire éclatante d'organisation. J'adore cette perspective. Ça déculpabilise tellement. C'est le but. L'enjeu de toute cette méthode, c'est d'alterner entre ces trois boussoles. L'urgence, la satisfaction, la joie. Et ce, en écoutant son instinct et surtout son niveau d'énergie du jour. Franchement, la théorie est brillante. Mais si on passait à la pratique 2 minutes? Allons-y. Parce qu'entre l'intention super lumineuse de 7 heures du matin devant son petit café et la réalité du 8h15 quand la boîte mail explose, il y a un monde. Oh que oui, le monde du chaos. Le chaos a une force d'attraction phénoménale. Comment on empêche concrètement cette belle intention de se désintégrer au tout premier imprévu de la journée? T'as complètement raison. Le choix mental seul est beaucoup trop fragile. L'esprit humain, face à l'urgence, il souffre d'une sorte de myopie. Il ne voit plus que le problème immédiat qui est sous son nez. C'est l'effet tunnel. Exactement. Il faut donc créer des ancrages tangibles dans le monde physique. Et la première tactique, qui est d'une simplicité redoutable, exploite ce qu'on appelle en neurologie la saillance visuelle. Saillance visuelle. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, il s'agit d'écrire son highlight sur un post-it, avec un gros feutre bien épais, et de le coller en plein milieu de son écran d'ordinateur ou sur la porte du frigo. Attends, le fameux post-it. Ça paraît presque trop basique pour être vraiment efficace face à la technologie d'aujourd'hui. C'est justement parce que c'est ultra basique et analogique que ça fonctionne si bien. Dans un monde où toutes nos notifications et rappels numériques peuvent être balayés d'un simple glissement de doigts, un bout de papier physique, lui, il résiste. C'est vrai que le swipe, c'est devenu un réflexe pavlovien. On efface les alertes sans même les lire. Voilà, alors que le post-it, il agit comme une vraie encre cognitive. À chaque fois que ton attention commence à dériver vers une tâche mineure, le papier jaune est là, imperturbable. Il te rappelle le contrat que tu as passé avec toi-même le matin. C'est une interruption visuelle de la transe numérique. J'aime beaucoup l'idée du repère physique dans la tempête. Mais au-delà du post-it, il y a une autre dynamique psychologique qui m'interpelle pas mal dans cette méthode. Dis-moi. On a souvent l'impression qu'il faut être brillant chaque jour. Tu sais, trouver un nouveau projet passionnant tous les matins pour que ça vaille le coup. Pourtant, on explore aussi la tactique du « jour sans fin ». Cette référence au film, avec Bill Murray, où il revit la même journée en boucle. Ah, cette tactique est géniale. C'est la puissance de la répétition. La culture ambiante nous pousse toujours à l'innovation perpétuelle, à la nouveauté, ce qui est extrêmement épuisant. Grave, toujours plus, toujours différent. Mais si le point focal de la veille a échoué à cause d'une grosse crise au travail, pourquoi s'en vouloir? On le reprend juste le lendemain. C'est un effacement total de la culpabilité. On se donne une deuxième chance, en fait. Exactement. Et mieux encore, si l'activité de la veille, c'était de peindre ou de coder et qu'on est entré dans un état de fluidité créative parfait, le fameux flow, pourquoi briser cet élan? C'est vrai, autant surfer sur la vague. Totalement. On peut très bien répéter le même highlight pendant 5 jours d'affilée si ça marche. Et si c'était un moment de pure joie qui a illuminé la journée de la veille, il n'y a aucune loi universelle qui interdit de programmer exactement le même bonheur le lendemain. C'est un droit à la lenteur et à la répétition qu'on oublie très souvent, c'est vrai. Par contre, il faut que je soulève un point de friction. J'ai besoin de jouer un peu l'avocat du diable sur une autre tactique. Vas-y, je suis prête. Il y a une tactique de regroupement qui est proposée. Elle consiste à prendre une montagne de micro-corvées, genre répondre à 3 semaines de petits mails en retard, trier de la paperasse, payer des factures, et de fusionner tout ça en un seul gros bloc de 90 minutes. Et on appelle ça le highlight du jour. Oui, la tactique du rouleau compresseur administratif. Voilà. Et honnêtement, appeler le tri administratif une priorité intentionnelle, ça ressemble un peu à une arnaque, non?
C'est juste le grand retour de la corvée de vaisselle dont on parlait tout à l'heure. C'est une excellente provocation, parce que oui, en apparence, ça semble contredire tout ce qu'on vient de dire sur la joie et l'accomplissement. Mais il faut regarder la mécanique psychologique sous-jacente. Il existe un concept très connu appelé l'effet Zeigarnik, L'effet Zeigarnik. C'est quoi exactement? que les tâches terminées. Ah, les fameux trucs qui tournent en boucle en tâche de fond. Exactement. Une multitude de petits emails non lus ou de factures en attente s'agit comme un bruit de fond radio permanent. Et ça grignote notre bande passante mentale de façon très insidieuse. Ce qui fait qu'on est physiquement en train de lire un livre ou de jouer avec ses enfants, mais une partie de l'esprit s'inquiète pour une vieille formalité administrative non réglée. C'est exactement ça, ce sentiment d'usure constante même quand on est censé se reposer. D'accord, je vois le problème, mais en quoi faire un highlight de paperasse résout le truc sans nous déprimer? L'objectif de cette tactique de regroupement, c'est l'expiation. En sacrifiant délibérément un highlight pour faire un nettoyage au Karcher de toutes ces micro-tâches, on déclenche une décharge de dopamine massive qui est liée au soulagement pur. On libère littéralement le cerveau de l'effet Zeigarnik. Le gain n'est donc pas dans la tâche elle-même, mais dans l'après. Voilà. Le gain, c'est la clarté mentale acquise pour les jours suivants. Une fois ce bruit de fond éliminé, les highlights des jours d'après, qu'ils soient tournés vers la création ou vers la joie pure, ils auront une intensité et une profondeur bien supérieures. Ok, je saisis la nuance. C'est une tactique de maintenance ponctuelle, c'est pas un mode de vie quotidien. C'est exactement ça. C'est pour remettre les compteurs à zéro. C'est un peu comme passer un samedi entier à vider et nettoyer sa cave. L'action en elle-même, elle est franchement pénible, faut l'avouer. Mais la sensation de légèreté incroyable à chaque fois qu'on passe devant la porte fermée pendant les 6 mois qui suivent, ça vaut largement l'effort du samedi. C'est la métaphore parfaite, c'est le même principe de libération de l'espace mais appliqué à notre cognition. Bon, super. L'ancrage mental est posé avec le post-it, la décharge cognitive est gérée avec le regroupement, mais on sait très bien que le véritable champ de bataille de l'attention dans notre monde, c'est pas seulement notre esprit. Non, c'est le redoutable agenda. Voilà. L'agenda d'entreprise, les calendriers partagés, où n'importe qui peut se glisser. C'est vraiment là que le temps nous est volé physiquement. Comment on défend concrètement ce bloc de 90 minutes face à un monde extérieur qui n'a qu'une envie, c'est de s'en emparer? C'est là qu'a lieu le passage indispensable à une posture offensive. Par défaut, la grande majorité des gens gèrent leur calendrier de manière purement défensive. C'est-à-dire? Ils laissent les collègues, la famille, le système y inscrire des réunions, des points de synchronisation, des appels imprévus. Et ils espèrent secrètement trouver un petit créneau libre par magie pour travailler sur ce qui compte vraiment pour eux. L'espoir fait vivre, comme on dit. Sauf que ça ne marche jamais. Pour défendre son highlight, il faut complètement inverser cette dynamique. La première étape, c'est la programmation stricte. Il faut inscrire soi-même l'événement dans son calendrier, noir sur blanc. Genre, de 10h à 11h30, rédaction. Ça crée un véritable contrat temporel avec soi-même. Et ensuite vient le blocage systématique. J'adore cette notion d'inversion. En fait, pour imager le truc, l'agenda par défaut, c'est comme subir une partie de Tetris infernale. Ah oui, c'est tout à fait ça, le Tetris de l'agenda. Les autres nous balancent leurs blocs de différentes formes, leurs urgences, leurs réunions de 45 minutes, leurs appels rapides. Et tous ces blocs tombent sans arrêt du haut de l'écran. Et nous, on est là en sueur, à paniquer, en essayant désespérément de faire entrer notre propre priorité dans les minuscules interstices qui restent. Voilà, c'est perdu d'avance. Alors qu'avec le mode offensif, en fait, on casse le jeu. On pose d'abord un immense bloc carré et inamovible de 90 minutes en plein milieu de l'écran, tout en bas. Et ensuite, on oblige absolument toutes les requêtes des autres à glisser et à s'empiler autour de notre monolithe. Mais c'est une image tellement visuelle et parfaite. Et pour maintenir ce fameux gros bloc bien en place, il faut parfois utiliser ce qui est décrit comme la méthode du bulldozer. Le bulldozer, hein, ça a l'air radical. C'est l'acte assumé de déplacer de force les événements mineurs qui se mettent en travers de notre priorité. Raccourcir une réunion de routine de 45 minutes à 20 minutes pour protéger la fin de son créneau, par exemple. Ou oser décaler un déjeuner de travail. Il faut vraiment s'autoriser à être le maître d'œuvre de son propre temps. Plutôt que d'être le simple locataire de l'agenda des autres, en somme. Exactement, c'est très bien dit. Mais il reste quand même un dernier obstacle. Et je dirais que c'est souvent le plus insidieux, parce qu'il vient de nous-mêmes et pas des autres. Ah, l'autosabotage. C'est ça. Imaginons le scénario panne. Le créneau est bloqué, la forteresse de l'agenda a tenu bon face aux collègues, les 90 minutes s'ouvrent majestueusement devant nous. Et là, panique. Et là, on bloque. Le cerveau fait d'un rejet total.
Je prends un exemple très concret. On a inscrit organiser les grandes vacances d'été sur notre fameux post-it jaune. À la seconde même où on s'assoit pour le faire, la tâche paraît tellement lourde, tellement floue, qu'une grosse angoisse monte. Et on se retrouve à scroller sur des vidéos de chats sur YouTube pour fuir l'effort. C'est l'histoire de ma vie. Comment on évite ça? C'est ce qu'on appelle le phénomène de la friction cognitive. C'est purement neurologique. Quand un objectif est formulé de manière trop vaste ou trop abstraite, comme organiser les vacances, le cortex préfrontal, qui gère la planification, se retrouve face à un véritable mur de complexité. Il sature en fait. Oui, il ne sait pas quelle est la toute première étape physique à accomplir. Et face à cette incertitude, le cerveau, qui est feignant par nature, choisit la fuite vers la facilité immédiate, donc les vidéos de chats. C'est rassurant de savoir que c'est physiologique et pas juste de la paresse. C'est quoi le remède alors? La solution à ça, c'est la tactique de la dynamite. Il faut faire exploser ce gros rocher abstrait en éclats très très précis. De la dynamite cognitive en quelque sorte? C'est l'idée. On remplace le concept brumeux organiser les vacances par une action minuscule, verbale et immédiate. Par exemple, ouvrir 3 sites web d'hôtels et noter les prix pour la deuxième semaine d'août. C'est le principe de vaincre l'inertie au fond. C'est comme essayer de déplacer un énorme rocher à main nue. Si on pousse de toutes ses forces sur le bloc entier, on s'épuise en 5 secondes et on abandonne. On a l'impression d'être face à un truc impossible. Exactement. Mais si on prend un tout petit pied de biche pour attaquer un minuscule interstice sous la pierre, juste pour briser la friction initiale et le faire bouger d'un seul petit centimètre, une fois que le mouvement est amorcé, l'élan prend le relais et tout devient incroyablement plus facile. C'est exactement le rôle de cette action dynamitée. Elle agit comme ton pied de biche. Elle abaisse drastiquement la demande énergétique pour le cerveau de départ. Le tout premier pas ne demande presque plus de volonté, c'est juste de l'exécution purement mécanique. Ouvrir 3 sites web, même un cerveau fatigué peut le faire. Voilà. Et une fois l'action amorcée, le simple sentiment de progression génère un petit shoot de dopamine qui va fournir l'énergie nécessaire pour continuer sur la lancée. Franchement, c'est fascinant de voir comment toutes ces couches psychologiques et pratiques s'imbriquent les unes dans les autres. C'est un vrai système cohérent, ouais. On part d'une simple idée basique pour, mieux s'organiser au bureau avec des histoires de post-it et de calendriers bloqués. Mais quand on gratte un peu sous la surface et qu'on analyse la psychologie, on se retrouve carrément face à des questions existentielles assez profondes. Tout est lié au final. On commence par chercher comment trouver une petite heure tranquille dans sa journée, et on finit par s'interroger sur la manière dont on choisit globalement de vivre sa vie. Et c'est vraiment la beauté de cette réflexion globale, lorsqu'on rassemble toutes les pièces du puzzle. Refuser la dictature de la to-do list sans fin, écouter les boussoles de la joie ou de la satisfaction, défendre son temps comme une vraie forteresse et pulvériser la friction cognitive, on réalise qu'on est bien au-delà de la simple productivité d'entreprise. On change de sphère, complètement. S'engager à définir un highlight chaque jour, c'est un acte fondateur d'identité. C'est refuser d'être un spectateur passif dans le cinéma de sa propre existence. Tu sais, ce sentiment de regarder les semaines défiler à une vitesse terrifiante en se demandant où le temps a bien pu passer. C'est vertigineux quand on y pense. Ça l'est. Donc c'est fondamentalement revendiquer le droit de choisir consciemment les éléments qui composeront notre propre mémoire. Devenir l'auteur de ses propres souvenirs. Choisir délibérément, chaque matin, l'histoire que l'on aura envie de se raconter le soir même en fermant les yeux. Au lieu de laisser ce fameux GPS automatique et sans âme nous dicter la route la plus rapide et la plus fade, on reprend fermement le volant. Et on trace sa propre route. On décide de prendre le temps de s'arrêter pour regarder l'océan, même si ce n'est que pour 90 petites minutes dans une journée hyper chargée. C'est une prise de conscience qui a le pouvoir de transformer radicalement la texture même de notre quotidien. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.